Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 6e étape de la Vuelta 2023. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette étape de déglingo, comme dirait Mathieu Lartaud. Une étape qui a été assez intéressante en termes de scénario. Un scénario auquel je ne m'attendais pas vraiment, parce que je pensais pas que la Quick Step allait se faire avoir de cette manière. Surtout avec les coureurs de devant, j'ai été un petit peu surpris. Et derrière, ils ont été à contre-temps. Et quand on est à contre-temps, souvent ça se passe pas très très bien. Alors que la Jumbo avait mis en place sa toile en termes de stratégie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, ce que vous pensez de Lenny Martinez, notamment dont on parlera dans cette vidéo. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, faire un super thanks, super thanks plutôt. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, 9 épisodes déjà en ligne, et puis TikTok, le débrief, juste après l'arrivée, en une demi-heure après l'arrivée, vous avez déjà la vidéo. Là, la vidéo est déjà en ligne depuis 30 minutes. Enfin, un peu moins de 30 minutes, puisque c'est arrivé depuis 30 minutes, il est 17h48. Très belle journée aujourd'hui avec cette bagarre qui a été lancée en fait extrêmement tôt, cette bagarre, avec notamment la Jumbo. C'est-à-dire qu'on a eu une énorme échappée qui est sortie. Il y avait un petit peu de vent, on en avait parlé ce matin, mais le vent, il semblerait qu'il était plus fort que dans cette partie-là de course que ce que j'avais moi en termes de vitesse. Ce qui fait qu'on a réussi à déclencher plus facilement cette accélération et ce groupe. Et le problème, c'est que dans ce groupe, je trouve ça incroyable qu'on leur a laissé 7 minutes d'avance. Quand tu vois la qualité du groupe, enfin, tu te dis, putain, il y a Sepkus, Martinez, il y avait Kemna, il y avait qui d'autre dans ce groupe-là échappé. Il y avait Storer, donc il y avait Kemna, vous aviez Rémi Rochas pour la Cofidis, vous aviez Bourman, Juan Pedro Lopez, Hugh Carty, David Delacruz, Van Edvelt, Buitrago, Steve Kras, Rubio, Wout Poels, Landa, Marc Solé, Romain Bardet, Lenny Martinez, bien entendu aussi. On laisse pas 7 minutes à des mecs comme ça. Tu peux pas laisser autant de temps d'avance. Enfin, je trouve que la Quick Step s'est complètement plantée en termes de stratégie. Il fallait rouler tout de suite. Il fallait rouler tout de suite sur ces mecs-là. Surtout qu'avec Sepkus, ils étaient 4 du côté de la Jumbo. Donc il y avait du monde pour rouler. Vous aviez notamment Attila Walter pour rouler. Et au côté de Lenny Martinez, il y avait Storer. Enfin, il y avait du monde pour rouler et des top coureurs. Là, je me dis à ce moment-là, Remco, faut qu'il roule. Faut qu'il fasse rouler son équipe. Sauf que là, on a vu aussi la faiblesse de son équipe aujourd'hui. Pourquoi il perd aussi un petit peu de temps? C'est que son équipe n'est pas fantastique. En plus, Badjoli a abandonné aujourd'hui. Et là, après, derrière, quand tu roules aussi fort, parce que l'étape, on est arrivé à l'horaire le plus rapide aujourd'hui, donc ça a roulé vraiment à 41,072. Je rappelle quand même qu'il y avait 4000 mètres de dénivelé positif. Il y avait certes la montée finale, mais toute la journée, on était en prise sur cette journée. Je trouve ça incroyable qu'il se soit fait avoir. Et après, une fois que tu as un temps de retard, c'était très, 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 très compliqué. Et Remco Evenepoel, dans la montée finale, c'est pas catastrophique, mais il est un peu seul. Donc quand il se retrouve un petit peu en difficulté, quand ça accélère, ça a été compliqué pour lui. Voilà, bon, c'est dommage. Pour Remco Evenepoel, il perd un peu de temps, mais c'est pas catastrophique non plus. Il est toujours dans le match derrière. Il n'est pas à un niveau catastrophique. Il faut bien très clairement le dire. C'est pas catastrophique du tout pour Remco. Il est devant Enric Mas, il est toujours devant Vingegaard, toujours devant Roglic également en général. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a perdu toute son avance sur cette étape. Un scénario de dingue avec une étape rapide, Quick Step qui se fait avoir. Petit coup de gueule du jour, vous avez manqué ce petit coup de gueule là.
Eh bien, je ne savais pas que Anthony Forestier avait un cousin espagnol, mais son cousin espagnol opère sur la Vuelta. La réalisation depuis le début de course, elle n'est pas bonne. Le problème, c'est qu'il y avait tellement d'autres problèmes dont je devais parler que j'ai pas eu le temps. Alors hier, en plus, c'était pas le pire au niveau réalisation, parce qu'ils ont même montré le sprint intermédiaire. C'est une catastrophe, la réalisation de ce Tour d'Espagne. Bon, déjà là, on a vu aujourd'hui, Sepp Kuss, on sait pas quand il part, Sepp Kuss. C'est-à-dire que, encore une fois, l'écran splitté, c'est quand même dingue. C'est un truc qu'on faisait il y a 15 ans, on le fait plus aujourd'hui. Je sais pas pour enfin, la raison normalement c'était pour que les diffuseurs puissent mettre leurs interviews réalisées le matin. Sauf qu'on sait très bien qu'à 10 bornes de l'arrivée, il n'y a plus d'interviews faites le matin. Donc tu peux faire des écrans splittés. Enfin, c'est juste dingue de pas mettre en place ça. C'est une catastrophe. Les sprints intermédiaires, donc il n'y a que celui d'hier qui a été filmé. On savait absolument pas où étaient les temps et on savait absolument pas si Piccolo était vainqueur parce que aussi la réalisation était catastrophique. Tout était mal filmé. Je peux vous dire, les commissaires de course, ils ont quand même dû demander à un spectateur parce que les caméras qu'ils avaient donc n'étaient pas suffisamment bonnes pour savoir qui était bien placé. C'est pour vous dire la qualité de la réalisation. Et en plus, il y a Anthony Forestier, déjà qui est pas bon en réalisation, mais en plus, vous rajoutez un problème qui est typique aux courses espagnoles, c'est que les motos, alors je ne sais pas si c'est le moto ou c'est les caméras, mais je trouve que les motos souvent sont proches, donc on a souvent du mal à voir l'entièreté du peloton au niveau de sa largeur, mais surtout, les caméras sont pas stables. Ça m'a toujours impressionné en Espagne. Alors, les routes sont pas plus défoncées qu'en France, mais les caméras ne sont jamais stables. C'est-à-dire que là, c'est gerbotron intégral. Hein. C'est-à-dire si vous voulez dégueuler, c'est le meilleur moyen. Regardez une course en Espagne. La caméra tremble tout le temps, ce qui fait que c'est irregardable à certains moments parce que vous avez la caméra qui fait comme ça, qui bouge comme ça, avec une valeur de plan qui n'est absolument pas respectée. Alors une valeur de plan, c'est un truc en télé, en réalisation, normalement, vous avez des valeurs de plan. C'est-à-dire que, normalement, un plan doit, par exemple, vous avez le plan large, le gros plan, je sais plus comment ça s'appelle, le plan à l'américaine, là, on doit voir les guns, enfin, au niveau des hanches. Vous avez plusieurs types de plans. Là, les valeurs de plan, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que c'est des plans qui sont tous ignobles. C'est soit filmé trop près, soit filmé trop loin. Alors les caméras hélico, vous voyez pas les coureurs sur les caméras hélico aussi. Mais je sais pas comment ils font en Espagne, mais toutes les caméras tremblent. Je sais pas comment ça se fait. Et les valeurs de plan, soit on a une moitié de tête qui est coupée, on n'a pas les jambes, on voit pas les roues du vélo. Enfin, il y a toujours un truc qui est coupé par la réalisation. Donc vous avez un réalisateur qui est pas bon, un caméraman qui est pas bon, l'organisation qui est pas bonne, ça commence à faire beaucoup sur cette Volta 2023. Et là, c'est vrai que je mets 16 sur 20 pour un note de l'étape. Mais j'aurais mis plus si ça avait été mieux filmé, hein, tout simplement. Je trouve que le fait qu'on nous file pas bien les choses, c'est très difficile à comprendre. Hein. Les 3-4 derniers kilomètres, on saute d'un plan à l'autre, c'est très difficile de s'y retrouver. D'un coup, on est sur Remco, après on est sur Sepp Kuss, après on est sur les deux de la Jumbo. Putain, c'est difficile à tout comprendre, et si on avait des écrans splittés, on aurait plus de facilité à comprendre avec les écarts. Mais bon, l'écran splitté, je crois que c'est un truc que je vais encore demander pendant très longtemps. Note de l'étape 16 sur 20. Belle étape, hein, encore une fois, avec un scénario surprenant. Moi, je m'attendais absolument pas à ça ce matin, parce que je me disais, on n'a pas encore assez d'écart pour que des seconds couteaux puissent attaquer. Donc je m'attendais à ce qu'on ait peut-être un Romain Bardet dans l'échappée, un Landa qui a perdu peut-être un petit peu de temps déjà, mais je me disais, bon, on va plutôt avoir des mecs qui ont perdu beaucoup de temps et qui chassent les étapes. Et puis, moi, je m'attendais surtout, en fait, à voir les leaders aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'attendais pas à voir une échappée s'imposer, hein, je vous l'avais dit ce matin, je m'attendais plutôt à voir des leaders. J'avais mis Vingegaard et j'avais mis que Higuita en cas d'échappée, parce que Higuita était un petit peu loin. Je m'attendais vraiment pas à ce scénario où on a un peloton qui se casse en deux presque et où on laisse 7 minutes à un mec comme Sepp Kuss. Donc ouais, assez intéressant ce scénario. Mais c'est bien, c'est que c'est surprenant comme cette année sur les grands tours parce que il y a beaucoup d'étapes qui m'ont surprise. Sur le Giro par exemple, je m'attendais pas à avoir autant d'échappées qui aillent au bout. Sur le Tour de France, je m'attendais pas à autant de spectacles en première semaine.
Et bien sur la Volta, c'est aussi pareil. Là, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à un scénario comme ça. Bon, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec le plus jeune porteur du maillot rouge, enfin du maillot de leader sur la Vuelta de l'après-guerre, Lenny Martinez, le Français, qui a tout donné dans le dernier kilomètre pour reprendre du temps sur Sepp Kuss. Il peut saluer aussi Romain Bardet, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Il peut saluer aussi Storer, qui a fait, son équipe qui a fait un super boulot, et notamment Storer dans la montée finale, parce qu'il arrivait à faire jeu égal avec la Quick Step, et pourtant derrière on roulait du côté de la Quick Step. Donc très fort Lenny Martinez. Moi j'avais un peu peur quand je l'ai vu dans l'échappée, parce que je me suis dit, parfois on a des jeunes coureurs, déjà Lenny Martinez on l'a rarement vu en échappée. Donc je me suis dit, l'échappée parfois on a du mal à gérer son effort, c'est un travail qui est un peu différent à être dans le peloton. Donc je me suis dit, bon, même si on est dans une grosse échappée à 40, faut pas qu'il perde de l'énergie dans cette échappée. Faut pas non plus qu'il s'enflamme. C'est-à-dire, je me dis, voilà, assez vite on a compris que le maillot rouge était possible, que la victoire d'étape aussi était possible. Là je me suis dit, faut pas non plus trop qu'il s'emballe du côté de Lenny Martinez, parce que sinon ça peut être un petit peu compliqué quand même. Et puis après, derrière, du côté de Lenny Martinez, quand tu vois la qualité de l'échappée, je me suis dit, il va falloir quand même qu'il soit très costaud, parce que tu avais Landa, tu avais Steph Kras, bon ça c'était un peu moins fort que lui, mais tu avais Hugh Carty, tu avais Juan Pedro Lopez, et je me suis dit, rien que pour la victoire d'étape, déjà ça va pas être facile. Et pour le maillot rouge, il va falloir faire avec Sepp Kuss aussi. Et ça va pas être évident. Et il a maîtrisé ça. Et pourtant, à un moment, il est un peu dans le rouge. On le voit, à un moment, Romain Bardet le lâche quand Sepp Kuss revient. Puis il a réussi à revenir dans la roue de Romain Bardet. Et puis dans le dernier kilomètre, il fait un super job pour pas perdre de temps. Enfin voilà, mais très belle étape et maillot rouge. Moi, ce soir, à la place d'un David Gaudu, je vous en avais parlé pendant le Tour de France, j'avais dit, David Gaudu, avant le début du Tour de France même, j'avais dit, si les deux genoux ils font des merveilles, Grégoire et Martinez sur le Tour d'Espagne, j'avais dit, ça va peut-être changer beaucoup de choses pour le futur de David Gaudu. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, parce que Lenny Martinez, s'il fait top 5 ou top 6 de la Vuelta, on va peut-être le mettre leader sur le prochain Tour de France, et Gaudu, il sera peut-être leader sur le Giro, et il sera peut-être pas sur le Tour de France, David Gaudu, si on a un Lenny Martinez qui est performant comme cela. Et ça va peut-être changer vraiment la donne dans la hiérarchie de l'équipe aussi, sur les classiques, quand on voit Romain Grégoire sur les classiques ardennaises, et David Gaudu qui était jusque maintenant prophète complet, c'est-à-dire qu'il y avait Arnaud Démare, mais on voit que même Arnaud Démare était à son service cette année, et c'est l'année prochaine, ça va peut-être être pas du tout la même chose pour Lenny Martinez. Alors c'est vrai que pour le moment, Romain Grégoire a fait un travail d'équipier, mais on le voit quand même assez peu. Mais Lenny Martinez, il est assez fantastique. Et puis on voit quand même que Storer et Crudimola se mettent à son service. Et qu'il arrive à fédérer aussi, j'ai l'impression, autour de lui. Ce qui a plus de mal, j'ai l'impression, à faire Gaudu. Et ça, c'est également une très bonne chose. Mais là, et puis il impressionne tout de suite. C'est-à-dire, ça fait depuis... un an qu'il est dans l'équipe, vous voyez les résultats, quoi. C'est-à-dire, tout de suite, il a été performant, ce que n'avait pas réussi à faire Gaudu tout de suite. Et ça, c'est ce qui fait la différence aussi sur les grosses courses. C'est-à-dire que le mec est déjà maillot rouge sur la Vuelta à 20 ans. Il a fini 12e du Tour de Pologne, vainqueur de la Montre des Dénivelé Challenge, 18e du Dauphiné, 2e de la classique Grand Besançon, 12e du Tour de Catalogne, en étant 3e du classement des jeunes, 8e du Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Enfin voilà, on a des résultats concrets avec Lenny Martinez. Et ça va être impressionnant de voir comment ça va se poursuivre pour le Français. Mais puis Romain Grégoire, on l'a vu aussi sur les 4 jours de Dunkerque et sur le Tour de Limousin. Donc ça pousse fort.
Gaudu, faut pas qu'il se repose du tout sur ses lauriers, hein, avec les deux petits genoux. Mais très belle perte de Lenny Martinez. Je poursuis avec Romain Bardet. Alors déjà, bien joué d'avoir pris l'échappée parce que, bon, je pense que Romain, il a pas eu le... Enfin, il a gagné la première étape, ça c'était grandiose pour lui, il gagnait un contre-la-montre par équipe, il s'attendait pas à ça. Mais après, je pense qu'il s'est dit, ah tiens, je peux peut-être aller chercher le maillot rouge, et puis, bon, ça s'est pas goupillé comme il le souhaitait, parce que sur l'étape d'Andorre, il est un peu en dessous des meilleurs, et puis que sur l'étape d'hier, il perd 4 minutes, 5 minutes, je ne sais plus, sur une crevaison. On n'en avait pas parlé hier, il y avait lui et Molano. Molano, je pense qu'il a été gêné par la chute. Et Romain Bardet, lui, il a crevé à 5 bandes de l'arrivée. C'est vraiment le pire endroit pour crever parce que tu sais que tu vas perdre beaucoup de temps. Donc il perd 5 minutes dans l'affaire. Et là, c'est vrai que c'est plus du tout la même Vuelta qui s'engage. Mais en même temps, lui visait les victoires d'étape. Donc cette crevaison, c'était presque une chance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris la bonne échappée. Après, forcément, quand tu as une échappée avec des aussi gros coureurs que ça, c'est pas facile. Mais il a tenté sa chance avec Martinez pour tenter d'aller chercher Rubio. Bon, ensuite, derrière, il a anticipé parce qu'il savait que Sepkus était costaud et peut-être qu'il s'attendait à ce que d'autres coureurs soient difficiles à battre. Et puis, dans le dernier kilomètre, John Kleman, voilà, pour aider le petit Lenny Martinez. Et là, on voit tout l'état d'esprit de Romain Bardet ces dernières années et qui n'a jamais hésité à aider des coureurs français, sauf peut-être Thibaut Pinot. Mais c'était la grosse époque où ils étaient l'un contre l'autre de la même génération. Steven Cummings s'en souvient. Mais là, ouais, il a fait du bon boulot pour Martinez. Et puis en plus, il finit quand même 3e de l'étape. Ça fait des points UCI pour DSM. Et puis lui, ça montre que les jambes sont là. C'est-à-dire que les jambes sont là et que sur la suite de la course, ça pourrait être très intéressant. Pour lui, Romain Bardet, désormais, il est 25e du général à 6 minutes. Voilà, il grappille. Vous savez, il n'est pas très loin de Arensman et Geraint Thomas. Hein, donc, il n'est pas très loin des coureurs Ineos. Du côté du plus-moins, Stef Kras, 9e de l'étape. Alors là aussi, ça fait 30 points UCI pour total. Sur une course comme la Vuelta, c'était pas gagné d'avance qui marque déjà autant de points UCI. Après, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu s'attendre à mieux. Vu les jambes qu'il avait à certains moments un peu plus tôt dans la saison. Mais pour Stef Kras, ce Tour d'Espagne, c'est un peu un tour pour ce que j'appelle, c'est les tours de vengeance. C'est-à-dire que ça s'est très mal passé pour lui sur le Tour de France et il essaye de faire son résultat sur ce tour-là de vengeance, un petit peu ce tour de récupération. C'est jamais facile dans ce genre de situation de faire des bons résultats au général, mais là pour le moment, Stef Kras, il est bien classé. 9e de l'étape, alors je pense qu'on a vu que voilà, il finit avec Christian Rodriguez. Donc je pense qu'il fera entre 10 et 15 au mieux sur cette Vuelta. Mais voilà, il marque des points UCI et cette année, Stef Kras, malgré le fait qu'il soit pas mal tombé, c'est quand même un coureur qui a montré ce qu'il valait. Et ça, c'est très intéressant pour une formation comme la Total Energy qui a cruellement besoin de montrer le maillot et de montrer le maillot à l'avant et pas seulement dans des échappées publicitaires. Et on voit que ça a été le cas aujourd'hui pour Stef Kras qui a su saisir sa chance aussi aujourd'hui, qui n'a pas eu peur de partir en échappée. Donc voilà, bien joué Stef Kras. Le coureur belge, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. On passe aux coureurs au top. On commence avec l'équipe au top aujourd'hui, la Jumbo-Visma. C'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu la Jumbo-Visma tenter des grands coups offensifs. Ça me rappelait presque ce qu'ils avaient tenté sur le tour, c'était du Pays Basque ou de Catalogne, je ne sais plus, quand ils avaient renversé McNulty et Pogačar avec Roglic. Ça rappelle aussi ce qu'ils ont fait l'année dernière sur le Granon. Aujourd'hui, ils avaient une puissance collective que ne pouvaient pas égaler les autres équipes. Ils avaient un temps d'avance. Pourquoi ? Déjà, quand tu regardes la liste de départ, c'est vrai que par rapport au Tour de France, c'est au-dessus. Par rapport au Tour d'Italie, c'est au-dessus. C'est-à-dire qu'on a quasiment que les top coureurs de l'équipe. Vous avez Sepkus, vous avez Kelderman.
quand même en équipier. Vous avez Robert Rezink, toujours là. Vous avez Attila Valter également. Tratnik aussi, qui est toujours un très bon coureur. Et puis Van Barle, bon, qui va rouler souvent sur le plat. Mais quand vous voyez l'équipe, vous dites déjà, oui, ça va aller chercher des résultats. Ça va aller chercher des résultats parce qu'on a une très très belle formation du côté de la Jumbo. Mais quand en plus on a le bon sens tactique, ce qui était le cas aujourd'hui, de mettre Sepp Kuss devant, et ce qui permettait de ne pas être obligé de rouler derrière, et d'aider énormément Sepp Kuss, le fait d'avoir fait attendre Attila Valter au bon moment aussi, de l'avoir rattrapé au bon moment, on a eu l'impression que déjà ils étaient au-dessus, mais qu'aujourd'hui tout s'imbriquait à la perfection. C'est-à-dire que le plan établi le matin, c'était du tableau noir aujourd'hui, mais vraiment, et ça n'arrive pas souvent, il n'y avait pas une fausse note. Tout se passait correctement. C'était beau à voir quand même, hein, ce que faisait la Jumbo-Visma aujourd'hui. L'enchaînement des éléments était beau à voir au niveau tactique. Le problème ce soir, bon, alors ils ont gagné du temps sur Remco Evenepoel, ça c'est très bien, parce qu'ils lui mettent 30 secondes dans la vue, ils ont gagné du temps sur tous les leaders. Hein. Plus Sepp Kuss gagne l'étape. En plus, Sepp Kuss qui a souvent le rôle d'équipier, pas toujours un rôle important de leader. Alors, c'est dommage, il ne prend pas le maillot rouge, mais j'ai envie de dire, c'est presque même bien du côté de la Jumbo. C'est-à-dire qu'ils gagnent l'étape, Sepp Kuss, mais ils n'auront pas le poids encore de la course à porter sur les épaules, demain sur une étape qui va être assez plate, parce que c'est l'équipe Groupama qui sera obligée de faire ce travail-là. Donc, même ça, c'est réussi, tu vois, ils n'ont pas encore le maillot. C'est presque bien, tu vois, ils ont réussi. Est-ce que Remco le récupère? Est-ce que là, ça soit un coureur de la Groupama qui le récupère? Le problème ce soir, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est le leader. Vous avez Sepp Kuss qui a 8 secondes, vous avez Vingegaard et Roglic qui sont 11 et 12 à 2 minutes 50, 2 minutes 52, donc qui sont pas très loin de Remco Evenepoel. Ce soir, on ne sait pas qui est le leader. Et ça va être dur de dire à Sepp Kuss non, tu pourras pas prendre le maillot rouge parce qu'on a besoin de toi en tant qu'équipier, vu ce qu'il a fait sur les 2 premiers grands tours. Et puis, entre Vingegaard et Roglic, il n'y a toujours pas vraiment de hiérarchie, parce que là, on a vu un moment Roglic devant, puis Vingegaard revenir. On a eu l'impression que sur la fin, ils collaboraient l'un avec l'autre. C'est ça qui va être compliqué du côté de l'équipe. De l'équipe Jumbo, c'est qu'en termes de hiérarchie, là, ça va faire des nœuds à la tête quand même, hein, du côté de la Jumbo-Visma, parce que 3 leaders, c'est trop. 2 leaders, c'est bien. 3 leaders, c'est trop. C'est le début des emmerdes. Et là, du côté de la Jumbo, il va falloir un petit peu se creuser la tête. Alors, souvent, Sepp Kuss nous disait, lui, il veut pas être leader, mais bon, entre Roglic et Vingegaard, on sait toujours pas qui est le plus fort. Alors moi je pense que Vingegaard est un peu au-dessus de Roglic, mais c'est pas sûr. Et puis je rappelle que Vingegaard il a un Tour de France dans les pattes aussi. C'est la première fois qu'il enchaîne 2 grands tours d'affilée, donc va falloir voir comment son corps va réagir à partir de la mi-course. Ça peut être compliqué, et dans ce cas-là, Roglic pourra en profiter. Et puis aujourd'hui on s'est un peu couré l'un derrière l'autre sur la fin, donc ça a été une étape bien du côté de la Jumbo. Sans fausse note, je dirais, mais ce soir, on ne sait pas qui est le leader. C'est peut-être ça le gros problème. Deuxième coureur au top, j'en ai pas mis plus, parce qu'il y a pas mal de flops aujourd'hui, vous allez voir. C'est Jan Uijtdebroek, de nouveau le coureur de la Bora. Parce que déjà, autant on parlait chez Jumbo qu'on ne sait pas trop qui est le leader dans la formation. Mais là, ce soir, pour moi, il a pris le rôle de leader. Hein. Vlasov semble pas fantastique, pas exceptionnel. Un ton en dessous, du moins, de Uijtdebroek. Et le coureur belge prend la main sur cette équipe. Et on parle de Martinez, mais lui aussi est très très jeune. Lui aussi est un coureur très prometteur. L'année dernière, sur le Tour de l'Avenir, il était assez formidable. Et il est dans le bon paquet, toujours dans le bon paquet. Je rappelle qu'il a 20 ans, il est de la même génération que Martinez. L'année dernière, sur le Tour de l'Avenir, il avait fait une démonstration, en remportant l'étape de Saint-François-Longchamp et l'étape de la Toussuire.
Donc on sait que c'est un coureur qui tient bien sur 10 jours de course. Donc, la première semaine, il ne devrait pas avoir de soucis. Après, il faudra voir sur le reste de la semaine. Et puis, surtout du côté de Haïtebrook, avec l'armada quand même de cette formation Bora, ça va très bien l'aider parce que Higuita, si Vlasov se met à son service, mais même si Vlasov ne se met pas à son service, vous avez Kemna, vous avez Higuita, c'est une équipe qui est solide. Et il va être costaud, mais vraiment très intéressant à Haïtebrook. Et aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment un test intéressant pour lui sur une étape de grand tour. Et il a très très bien résisté. Il a vraiment pris son allure tout de suite. Et voilà, il a accompagné pendant très longtemps Juan Ayuso. Aujourd'hui, il a fait vraiment une très très belle journée. Et pour vous dire, il finit 22e. Il finit avec Joao Almeida à 6 secondes, 7 secondes de Ayuso, à 15 secondes de Vingegaard et Roglic, devant Evenepoel, devant Vlasov. Donc c'est très très bien ce qu'a réalisé le coureur belge. Il a fait du bon boulot aujourd'hui. Et ça, c'est très très bien. Voilà, il finit devant des mecs comme Kamna quand même, Guita, Storer. Il finit devant Caruso aussi. Donc vraiment une très très belle étape devant Geraint Thomas assez largement. Donc c'est vraiment très bien ce qu'il a réalisé, le coureur belge. Et on espère que ça va tenir là aussi parce que la Belgique, en ce moment, ils enchaînent les top coureurs. Quand on voit, c'est vrai qu'en ce moment en Belgique, on a la baraka pour former les coureurs. Il y a eu parfois des époques un peu plus compliquées, mais cette année, ça se passe très bien. Donc, on va voir comment ça va se poursuivre. Tout de suite, les bonnets d'âne. Il y en a pas mal aujourd'hui. Je commence avec Remco Evenepoel. Alors, Remco Evenepoel, aujourd'hui, ça s'est pas super bien passé. L'erreur, c'est d'avoir laissé les mecs devant en 7 minutes. Parce que forcément, reprendre 7 minutes sur Sepkus, c'est pas comme reprendre hier 7 minutes sur Fagundo. Et surtout, hier, il y avait qu'un mec devant. Là, aujourd'hui, ils étaient 40. Donc, je crois un truc comme ça. Je sais plus le chiffre exact. Donc, l'idéal, ça veut dire que tu savais que ils allaient pas trop se fatiguer quand même à l'avant de la course, que les relais allaient se passer très bien. Qu'il y a des coureurs qui ne prendraient pas de relais jusque dans la montée finale. Donc je comprends pas qu'on ait pu laisser un groupe partir aussi gros tout de suite. Alors est-ce qu'on a mal filtré du côté de la Soudal Quick Step? Est-ce qu'on s'est fait avoir à un moment de la course où on n'était pas bien positionné, pas bien en place? Difficile à dire, mais assez surpris du côté de Remco Evenepoel. Dans la montée finale, en fait, il a souffert sur les changements de rythme, Remco. C'est-à-dire que on voit très bien que quand Ayuso accélère, Ayuso qui a cette capacité-là de changer de rythme, quand Ayuso change de rythme, on a vraiment cette impression-là que Remco, lui, n'a pas le moyen de répondre tout de suite. On a eu le sentiment aujourd'hui que Remco Evenepoel, c'était Joao Almeida. Vous voyez, c'est-à-dire ce problème qu'a toujours Joao Almeida et qui a eu encore aujourd'hui, cette capacité qu'il lui faut 3, 4, 5 km pour se mettre dans le rythme dans une montée. Et là, c'est vrai que Remco Evenepoel, on a eu ce phénomène-là parce que sur la fin de la montée, il perd très peu de temps, il reprend même du temps. Mais il a eu un moment très compliqué entre 4 km et demi et je dirais 2 km 500 de l'arrivée, où là, il perd du temps, il n'est pas en capacité de réagir et tu sens que il n'arrive pas à suivre Vlasov, il n'arrive pas à suivre grand monde à ce moment-là, il n'y a que les Ineos qui sont derrière lui. Alors est-ce que c'est dû à une préparation où on rappelle qu'en début de saison, normalement, il ne devait pas faire la Vuelta, il devait faire que le Giro, sauf que comme il a abandonné sur le Giro, Patoche Lefevere et son staff se sont dit faut faire la Vuelta. Parce que c'est vrai que cette année Remco Evenepoel, son calendrier depuis le Giro, c'est quand même très particulier. Il a décidé de lui-même de faire le Tour de Suisse, ce qui n'était pas prévu. Ensuite, donc on a décidé de partir sur cet objectif Vuelta, ce qui n'était pas prévu non plus. Donc c'est vrai que au niveau des pics de forme, je pense que ça a été très compliqué de préparer cette Vuelta. Donc est-ce que c'est dû à une
préparation qui n'a pas été optimale et qu'il n'est pas encore au top de sa condition? Est-ce que c'est dû pour d'autres problèmes pour le moment pour Remco Evenepoel? Ça, c'est difficile à dire. Mais pour le moment, du côté de Remco Evenepoel, la situation sur cette étape-là n'a pas été bonne. Sur cette étape-là, ça n'a pas été idéal. Malgré tout, c'est vrai que c'est ça qui est assez particulier. On a l'impression comme si, je sais pas, les gens n'avaient pas répondu comme ils le souhaitaient ou qu'il n'avait pas voulu se mettre dans le rouge aussi, peut-être la raison de Remco Evenepoel, mais on a eu le sens, peut-être la peur de ce qui s'était passé à San Juan, mais on a eu vraiment l'impression que pendant 2-3 km c'était compliqué et ensuite c'est revenu. Il fait un très bon dernier kilomètre, hein. Meilleur que les deux de la Jumbo, meilleur que Sepp Kuss. C'est l'un de ceux qui finit le mieux. Remco Evenepoel, mais il y a eu ce trou noir et puis forcément il y a eu une mauvaise gestion de course aujourd'hui parce que tu laisses pas des mecs comme ça partir à 7 minutes. Alors certains vont me dire c'était pour lâcher le maillot de leader. Bah, il fallait mieux le lâcher hier. Tu le lâches pas sur une étape aussi difficile que ça. Il fallait le lâcher hier. L'étape était plus facile. Tu lâchais ton maillot de leader. Sauf qu'on voit que Remco Evenepoel, il n'a pas la mentalité cycliste. Remco Evenepoel, il a la mentalité, encore une partie de sa mentalité vient du foot. Je rappelle, ça a été son sport numéro 1, le football. Et c'est vrai que du côté de Remco Evenepoel, je pense que le fait d'abandonner un maillot, d'abandonner un statut de leader, c'est quelque chose, je ne suis pas sûr qu'ils le comprennent. Parce que quand tu vois dans le foot, on lâche pas un match. Normalement au football, tu vois, tu lâches pas un match exprès. Alors que là, on a le sentiment quand même que du côté de Remco Evenepoel, il n'a pas voulu lâcher son maillot et que là, il se retrouve dans une situation où ça s'est mal imbriqué et où il a été attaqué parce qu'il était leader, mais que s'il n'avait pas l'équipe non plus pour réagir, je pense que là, des soucis aussi aujourd'hui pour Remco Evenepoel, ça a été l'équipe. Je l'avais dit, Remco Evenepoel, même, il va être très fort. Ça, il n'y a pas trop de doute. Par contre, l'équipe, elle n'est pas forte. Et aujourd'hui, il perd Badjoli. Et aujourd'hui, son équipe, elle est passée un peu à côté, quoi. Alors, tu as eu Cataneo, mais Yann Hirt, encore pas exceptionnel. Et derrière, c'est compliqué parce que quand il se retrouve en difficulté, il est un peu seul aujourd'hui. Et puis, il n'avait pas Van Wilder. Et ça lui a manqué, je pense, aujourd'hui à Remco Evenepoel. Deuxième bonnet d'âne du jour, Enric Mas, le coureur de la Movistar. Oh, c'est fou Enric Mas, parce que c'est un truc qu'il faisait il y a quelques années, d'exploser un peu en plein vol. Ce que faisait aussi Marc Solé en passant, c'était des coureurs qui avaient tendance à avoir du mal à la gestion de leur effort. Je me souviens notamment chez Quick-Step, ils s'accrochaient, et puis poum, d'un coup c'était écran noir et... C'est un truc qu'il faisait plus depuis qu'il était chez Movistar. Enric Mas. C'est depuis longtemps qu'il n'avait pas fait ça, quand même, le coup d'exploser. Là, il est très bien jusqu'à 1,5 km et à 1,5 km, bam, écran noir. Alors, le dernier kilomètre, pour vous dire, à ce moment-là, il a 45 secondes d'avance sur Remco Evenepoel à 1,5 km. Remco Evenepoel va lui reprendre 40 secondes dans la vue. Et il va se faire déposer un petit peu par tout le monde. Il a vraiment explosé dans le dernier kilomètre. Et ça, c'est un problème, je pense, de gestion de l'effort. Il y a un moment, il faut savoir, à des moments, quand on peut être dans le rouge, il faut toujours être à la limite. Alors, ça demande de la lucidité, ça forcément. Mais ouais, là, ça a été l'enfer dans le dernier kilomètre. C'est-à-dire que normalement, il doit être beaucoup mieux que ça. Et surtout, il ne doit pas péter autant. C'est-à-dire que là, vraiment, il a explosé comme du popcorn, le dernier kilomètre est un calvaire pour Enric Mas. Je pense c'est celui, qui a fait le moins bon dernier kilomètre du côté des top leaders. Ça a été un enfer pour Enric Mas. Vraiment pas du tout dedans dans le dernier kilomètre. Il finit quand même l'étape. Si on reprend, donc Enric Mas, il finit 23e. Donc c'est le concurrent qui finit juste devant Remco Evenepoel à 3 minutes 16. Donc c'est-à-dire qu'il se prend quand même 25 secondes dans la vue par Roglic et Vingegaard, alors qu'il était avec eux. Donc en très peu de temps, il a perdu il a pris cet écart-là, il a pris cet éclat. Ça fait mal dans la tête, ce genre d'étape, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Et ce qui fait que vous êtes un peu plus en retrait dans la manière de gérer l'effort. C'est-à-dire je pense qu'il va être moins offensif dans les jours à venir.
Henrik Mas, parce que là, ça fait un peu mal à la tête quand même. Alors, il repasse, il est derrière Remco Evenepoel. Donc il passe derrière Remco Evenepoel, enfin il reste derrière Remco Evenepoel, pardon, mais surtout Vingegaard Roglic se rapproche de lui alors qu'il avait eu cet avantage-là sur le chrono par équipe de prendre de l'avance. Et quand on sait que c'est quand même pas le meilleur coureur sur le chrono individuel, ouais, ça peut mardi soir, ça peut déjà faire la minute par rapport la minute 30 par rapport à Roglic et Vingegaard. Donc c'est pas très rassurant. Non, vraiment l'étape a pas été facile pour Henrik Mas et du problème de gestion de l'effort. Troisième flop, Hugh Carty. Je m'attendais à mieux Hugh Carty aujourd'hui. Quand je vois la gueule de l'échappée, je me dis Hugh Carty c'est du lourd. Sur la Volta ça a déjà été intéressant, mais c'est un peu la même chose que sur le dernier Tour d'Italie. Et c'est un peu la même chose que sur ces derniers grands tours. Hugh Carty, c'est-à-dire que c'est vraiment pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Ouais, ça fait depuis 2 ans où... en fait, presque depuis son podium sur le Tour d'Espagne, parce qu'il fait 3 en 2020. Je rappelle quand même un Tour d'Espagne très particulier en 2020. Parce que déjà, il n'y a que 18 étapes. Et vraiment fin de saison. En 2020, ce qui lui avait peut-être permis d'avoir ces résultats-là. 8e sur le Tour d'Italie suivant, avec donc ça c'était pas mal. Abandon par contre sur la Vuelta suivante, où il est jamais dans le coup. Pareil sur le Giro, il fait 9 l'année dernière, mais c'est pas un Giro dingue, très clairement. Du souvenir que j'ai, il est pas dans le coup. Et puis 2022 sur la Vuelta il fait 25e, ça se dégrade encore. Cette année sur le Tour d'Italie, abandon, et puis là sur cette Vuelta, pas grand chose à se mettre sous la dent quand même aujourd'hui, seulement 14e de l'étape. Et c'est fou parce que Hugh Carty c'était quand même un coureur très prometteur. Moi je me souviens quand il arrive chez EF, on se dit, enfin chez Cannondale à l'époque, on se dit tiens, on a un talent, parce qu'il avait montré des bonnes choses chez Cara Rural. Moi je me souviens, parce que c'est quand même un coureur qui avait eu l'idée d'aller en Espagne, de quitter on va dire le giron britannique, ce qui était rare à l'époque. C'est-à-dire les coureurs qui ne passaient pas par les équipes anglaises quand ils étaient britanniques, ça n'existait pas. Et Hugh Carty, lui, il a eu cette idée-là d'aller en Espagne chez Cara Rural. Ça lui avait plutôt bien réussi. Et ensuite, donc, il a rejoint Cannondale et puis qui est devenu EF ensuite derrière. Mais c'est vrai qu'à 29 ans, aujourd'hui, on se dit plus vraiment, c'est un mec qui est capable d'aller chercher des gros résultats sur les grands tours. On se dit plus, il peut chercher quelques étapes. Et même sur les courses par étapes d'une semaine, parce que quand on regarde, il a abandonné sur le Tour de l'Ain. Le Tour des Alpes, il fait 2, mais c'est quasiment l'exception maintenant. Oui, il avait pris une très belle deuxième place en passant sur le Tour des Alpes. Parce que là, j'avais oublié un petit peu. Mais 15e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Sur Tirreno, il est 8, mais il fait qu'un seul top 10 en termes de résultats d'étape. Et en 2022, deuxième du Tour du Langkawi. Mais si je regarde, c'était pas dingue non plus sur les courses d'une semaine. Donc c'est vraiment... c'est plus un crack, très clairement. Hugh Carty. À une époque, on se disait c'est un coureur qui peut être bien. Tu vois, il arrive à 26, 27 ans. Commence à être pas mal, Hugh Carty. Aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est très irrégulier en termes de résultats. Et que on est quand même un temps en dessous des top leaders. Donc aujourd'hui, un Hugh Carty, ça suffit pas pour jouer le général. Et là aujourd'hui, même sur une échappée comme ça, où pourtant l'opposition est forte, mais on se dit un top 5 est possible, aujourd'hui Hugh Carty finit 14e à 1,46 quoi. Donc assez loin du top 5, il finit à 1 minute du top 5. C'est un peu dommageable. Pareil pour Juan Pedro Lopez, mais ça c'est sur la saison 2023 pour Juan Pedro Lopez. On a eu le sentiment du côté de Juan Pedro Lopez que sa fracture de la clavicule
quand je dis toujours se blesser pendant l'intersaison, c'est le pire truc qui peut arriver. Se blesser en décembre ou en janvier, c'est vraiment le pire. C'est l'exemple typique Juan Pedro Lopez, parce qu'il est à court de forme depuis le début de saison, quasiment. On l'a vu sur le Tour de France, il n'a jamais été vraiment dans le coup, dans les échappées. Dans ce Tour d'Espagne, là ça commence pas très bien dans cette échappée. Et puis on le voyait plutôt jouer le général, et on voit qu'il peut pas jouer le général. Dauphiné n'était pas dans le coup non plus. Tour du Pays-Bas, c'était difficile. Tour de Catalogne, ça a presque été sa meilleure course de l'année pour le moment. Je rappelle que son meilleur résultat jusqu'à maintenant, hein, sur un jour de course, c'est 12e. Même pas, non, 17. J'ai 17 là, et 16e aujourd'hui. Donc oui, c'est aujourd'hui qu'il a fait son meilleur résultat de l'année. 16e. C'est vrai que par rapport au résultat qu'il a eu la saison dernière, on se dit, c'est un peu le jour et la nuit. C'est assez surprenant, mais en même temps, voilà, encore une fois, quand tu sais qu'il a été blessé à la moins bonne période de l'année, il y a vraiment des périodes où il ne faut pas se blesser. Et lui, avril aussi, c'est pas top. Fin avril, tu vois, quand il y a Liège-Bastogne-Liège, tomber sur Liège, c'est pas top. Et là, il est en pré-saison comme ça, faut surtout pas être malade, tomber, se casser la clavicule. On l'a vu avec Lutsenko aussi, hein, pareil, très compliqué pour être à son top niveau l'année dernière. Là, c'est un peu pareil que Lutsenko, c'est-à-dire que le Lutsenko de l'année dernière, ce qui fait qu'il est à court de forme. J'espère par contre que l'année prochaine, ça ira mieux. Parce que l'année prochaine, il a encore 2 ans de contrat avec la Lidl Trek. Ça serait dommageable, dans une formation où on compte quand même pas mal sur lui. Parce que pour le général, on a, autant pour les sprints, on a Pedersen, autant pour le général, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est le mot, c'est pas encore ça. Jevine, le jour où il sera à l'aise sur un vélo, il gagnera beaucoup. C'est un vrai problème, Jevine. Sa technique sur le vélo l'handicape énormément. Et j'ai pas l'impression qu'il a travaillé énormément. Il faudrait vraiment qu'il travaille ça, Jevine. Aujourd'hui, il abandonne encore un grand tour. On sait qu'il a les qualités pour être bon sur 3 semaines. Aujourd'hui, Jevine. Les qualités physiques, les qualités aussi de grimpeur. Le problème, c'est qu'il tombe tout le temps, Jevine. Il tombe tout le temps. Et ça, aujourd'hui, c'est un coureur qui abandonne beaucoup, hein, Jevine. Et c'est un vrai souci, quoi. Abandon sur le Tour d'Espagne, abandon sur le Tour de Suisse également, abandon sur l'UAE Tour, abandon sur les championnats d'Australie et la course sur route. L'année dernière, abandon sur la Vuelta, abandon sur le Tour de Suisse, abandon sur GP Industria, abandon sur Paris-Nice. Il finit pas beaucoup de courses. Et pourtant, il a les qualités. Il a les qualités pour être performant. Mais il faut qu'il travaille vraiment sa technique sur le vélo, Jevine. Parce que c'est vraiment un problème. Et sur une course de 3 semaines, il perd de l'énergie aussi, hein, à cause de ça, à cause d'un mauvais placement, de plein de petits paramètres. Donc il faut vraiment qu'il travaille ce domaine-là. Et puis peut-être aussi le fait d'avoir commencé très fort sa saison, que ce soit sur le Tour de Nonder et sur le championnat d'Australie. Il y a eu ensuite un contre-coup là maintenant, et encore, il fait quand même 8e du Tour de Burgos, mais là c'est vrai qu'on s'attendait un petit peu mieux. Et l'abandon au bout de 5 jours de course, c'est pas vraiment l'idéal. Et puis je termine avec Ineos. Je sens qu'elle va être longue cette course pour Ineos, hein. On a roulé. J'ai pas trop compris pourquoi. Du côté d'Ineos, il aurait mieux fallu qu'on mette des hommes devant en échappée. Ça, on aurait pu le faire, de mettre des Castroviejo et autres. Et puis surtout, Bernal perd 12 minutes. Ça encore, on comptait pas trop sur Bernal. Mais Geraint Thomas, aujourd'hui, il finit à 4 minutes 17, 27e. Parmi les leaders, c'est celui qui finit le plus loin. Parce que Caruso n'est plus vraiment leader. Et Arensman, on l'a sacrifié pour aider Geraint Thomas. Je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle, ça aussi. Mais bon, quand tu regardes le général aujourd'hui du côté d'Ineos,
Geraint Thomas est 23, Arensman est 24 à 4,57, 5,10. Ça veut dire qu'on est déjà très loin de Roglic et de Vingegaard. Hein. On est déjà à 2 minutes de ces mecs-là, voire plus. Et puis après, Castroviero, Bernal, c'est 34 et 42e. Et pour vous dire, c'est quand même assez rare, mais Ineos Grenadier est seulement 5e au classement par équipe. Et ces dernières années, ils font quand même souvent des bons classements par équipe. Alors certes, Kavit 53, mais ils sont déjà assez loin en place, ce qui n'est pas habituel pour l'instant. C'est la Bahreïn qui là aussi est souvent présent dans le classement par équipe, qui est premier. Et la Cofidis, c'est pas dernière parce que j'ai pas encore toutes les équipes au niveau du classement par équipe. J'ai pas la Cara Rural. Si, j'ai la Cara Rural, mais il me manque Alpecin par exemple, que j'ai pas dans ce classement par équipe. Mais bon, c'est vraiment pas l'idéal pour ça. Et c'est dur, quoi. Ineos, tu sens que ils n'ont pas le leader, quoi, sur cette épreuve. Que Geraint Thomas, sur le Giro, il était prêt, mais que là, enchaîner 2 grands tours à cet âge-là, c'est compliqué. Arensman, c'est tendre. Et que la transition est un petit peu compliquée pour Arensman entre DSM, je trouve, et Ineos, parce que je trouve un peu mieux quand même chez DSM. Et surtout, il leur manque le top coureur. Voilà, hein. Et Bernal, on ne sait pas s'il va revenir au top. Et il y a beaucoup d'incertitudes avec Ineos au niveau résultat pour l'année prochaine. Parce qu'avec une équipe comme ça, si tu n'as plus Rodriguez, c'est pas seulement le Tour d'Espagne qui risque d'être long, c'est l'année complète. Donc il va falloir vraiment rectifier le tir. Parce que par Pidcock, et on voit que Pidcock sur 3 semaines, il va falloir vraiment faire une préparation spécifique. Je rappelle qu'il fait les Jeux Olympiques l'année prochaine, donc déjà il ne fera pas le tour, ça c'est sûr. Je ne pense pas qu'il fera la préparation spécifique juste seulement pour les grands tours. Donc je pense que Ineos, ça risque d'être très très compliqué l'année prochaine. Et bon, au bout d'un moment, on va se poser des questions du côté de la direction de l'équipe. Parce qu'il y a un contrat jusqu'en 2027, mais bon, s'il n'y a pas de meilleurs résultats, cette année, Ineos, il y a 30 victoires, mais pas forcément sur des courses majeures. Il y a eu beaucoup de championnats nationaux, il y a eu le Tour d'Autriche avec Narvaez. Alors il y a eu les 2 étapes sur le Tour de France, ça c'était bien. Il y a eu les Stradé avec Pidcock. Mais quand tu regardes, il y a Ghana sur Tirreno, il y a beaucoup moins de World Tour que d'habitude dans leurs résultats. On est plus sur des Pro Series ou sur des 2-1, des 1-1. Donc c'est là aussi on voit la différence de résultats d'une année à l'autre. Bon, et surtout sur les grands tours, c'est plus compliqué maintenant. Et ça, c'est pas que depuis cette année du côté de Ineos. Mais je pense avec le recrutement l'année dernière, rectifier le tir. Ça n'a pas vraiment été le cas. Et puis avec l'année prochaine, quand même, pas mal de mecs qui partent quand même en cours de saison. Bon, nous, on se retrouve demain. On aura encore plein de choses à dire. Présentation de l'étape 7 heures. Je ne l'ai pas encore enregistré. Je vais l'enregistrer après. Un peu tard ce soir, je pense. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve demain à 7h, 21h pour le débrief sur YouTube, 17h30, 17h45 sur TikTok. Allez, ciao, ciao sur la Méric Production.